passe au social avec les conseils clés pour réussir le carve-out. Le carve-out, c'est un peu comme le bac, il faut le préparer, d'accord? Donc il faut travailler. Et travailler, ça veut dire d'abord se poser des questions. Alors, quelles sont les 3 questions qu'il faut se poser? Ou les 3 conseils que j'ai à vous donner? Première, d'abord, effectivement, premier conseil, c'est se poser les bonnes questions, c'est-à-dire les questions qui sont source de difficultés. Deuxième conseil, et là, vous aurez à travailler avec le RH, donc le RH n'est pas votre ennemi, même si, j'allais dire forcément, il va allonger le calendrier, c'est planifier. Il faut planifier, faire un joli step plan, comme diraient les anglo-saxons. Et puis, dernière chose, communiquer. Communiquer est absolument fondamental si vous voulez réussir votre carve-out. Donc, se poser les bonnes questions, source de difficultés, planifier le calendrier, et puis communiquer, on va y revenir dans le détail. Alors, pourquoi faut-il anticiper ou pourquoi faut-il se poser des questions? Alors, on ne se pose pas des questions pour se poser des questions, on se pose des questions pour anticiper les difficultés à venir et faire en sorte que ces difficultés ne surviennent pas, et si elles surviennent, faire en sorte que vous puissiez slalomer et les éviter ou même les contenir. Ça, c'est le premier objectif. Et puis, deuxième chose à garder en tête, il y a des questions majeures et rituelles que vous aurez à vous poser en droit social sur le carve-out. Il n'y en a pas 36. C'est d'abord, qu'est-ce que vous transférez? À qui vous le transférez? Comment vous le transférez? Et avec quelles conséquences? D'accord? Donc, qu'est-ce que vous transférez? À qui? Comment? Quelles conséquences? Une fois que vous êtes posé toutes ces questions-là et que vous y avez apporté les bonnes réponses, vous avez fait l'essentiel du job. Et pour répondre à ces questions, on en revient à la fameuse summa divisio dont tout le monde a parlé, parce que moi je parle de carve-out avec changement d'employeur ou de carve-out sans changement d'employeur, mais vous aurez compris en filigrane que la distinction majeure est la même pour tout le monde, et pour le coup, les fiscalistes, les juristes et les travaillistes se retrouvent sur share deal ou asset deal. Share deal, on y reviendra tout à l'heure, peu d'impact, asset deal, des impacts majeurs. On y revient précisément. Alors, commençons par le plus simple. Le plus simple, c'est le carve-out sans changement d'employeur. S'il n'y a pas changement d'employeur, ça veut dire que je ne transfère pas des salariés. Si je ne transfère pas des salariés, ça veut dire que je transfère de l'activité sans salariés, ou ça veut dire la plupart du temps que je transfère des titres. Donc, c'est un share deal. Et si c'est un share deal, eh bien, c'est plutôt facile en droit du travail. D'accord ? S'il n'y a pas de salariés à transférer, les choses sont simples. La seule chose à laquelle vous aurez à veiller, c'est vos obligations d'information-consultation du comité d'entreprise. Je vous rappelle que le comité d'entreprise, il est élu par les salariés dans les entreprises d'au moins 50 salariés et qu'il a d'abord et avant tout des prérogatives consultatives. Des prérogatives consultatives en matière économique qui sont extrêmement générales, puisque juridiquement, vous devez consulter votre CE, comité d'entreprise, sur toute décision intéressant la marche générale de l'entreprise. Donc la compétence consultative du comité d'entreprise, c'est l'auberge espagnole. Et vous pouvez intuitivement, immédiatement comprendre qu'en cas de share deal, vous aurez à consulter votre CE. Alors, quel est le CE qu'il faut consulter? C'est le CE de l'entreprise qui acquiert les titres, c'est le CE de l'entreprise qui vend les titres, mais, petite concession qui vous est faite, c'est une simple obligation d'information pour le CE de l'entreprise cible, à moins que la cession des titres ne soit une cession majoritaire des titres, conduisant à une cession de contrôle, auquel cas, y compris le comité d'entreprise de l'entreprise cible, devra être consulté. Vous pourriez me dire quelle est la différence entre l'information et la consultation? Elle est majeure en droit du travail. Informer, c'est donner des informations et point à la ligne. Consulter, c'est donner des informations et demander un avis. Sachant que vous le savez déjà, l'avis du CE n'est jamais binding, mais il faut donner des informations et ça prend un certain temps. Deuxième sujet qui est le cœur en réalité du réacteur, c'est le carve-out avec changement d'employeur. Et quelles sont les questions à vous poser? D'abord, c'est qui vous transférez et qu'est-ce que vous transférez. Ça, c'est absolument fondamental. Et on l'a dit tout à l'heure en particulier sur l'identification des salariés. Encore une fois, où des salariés sont transférés ou des salariés ne sont pas transférés. Lorsque des salariés sont transférés, ça veut dire qu'il y a transfert d'activité et que des salariés sont transférés à l'activité. C'est la règle générale. Mais on peut aussi également transférer des salariés sans transférer d'activité du tout. Le transfert s'analyse purement et simplement en un transfert de personnel. Et c'est le cas en particulier pour des raisons fiscales. Lorsqu'on crée une société holding qui rachète un groupe ou des entités, il faut faire remonter dans cette société holding
des managers en règle générale. Et là, vous voyez qu'on se contente de transférer des salariés dans la holding de tête sans jamais y transférer d'activité. Donc c'est un transfert de salariés sans activité. Et je peux vous le dire d'ores et déjà, s'il y a transfert de salariés sans transfert d'activité, cela veut dire nécessairement que vous aurez à obtenir l'accord des salariés sur leur transfert. Bon. Deuxième chose, c'est l'identification des activités, de l'activité que vous allez transférer. Et ça, c'est absolument essentiel. Et encore une fois, gardez en tête une chose simple, c'est qu'on ne se pose pas des questions pour se poser des questions. Si on se dit qui doit être transféré, c'est intéressant de savoir qui part et qui reste. Si on dit qu'est-ce qui doit être transféré, c'est parce qu'on doit savoir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui part, et surtout selon quelles conditions. Puisque quand je parle d'identification de l'activité, c'est les actifs à la fois corporels et incorporels, on y a vu en particulier sur les actifs incorporels avec la marque, etc., ou les actifs tout simplement corporels, c'est les bâtiments, c'est les chaises et les ordinateurs. Et pourquoi vous posez cette question? Puisque selon la consistance de l'activité que vous aurez à transférer, vous aurez ce que l'on appelle dans le jargon travailliste une entité économique autonome et ce que les fiscalistes appellent, vous l'avez entendu tout à l'heure, la branche autonome et complète d'activité. Et s'il y a entité économique autonome, il y aura transfert automatique des contrats de travail. S'il n'y a pas d'entité économique autonome, il n'y aura pas de transfert automatique des contrats de travail et le transfert sera subordonné à l'accord préalable des salariés. Donc vous voyez, c'est une question clé, qui je transfère et qu'est-ce que je transfère? Alors évidemment, et Jérôme l'a indiqué tout à l'heure, sur l'identification des salariés, il ne suffit pas simplement d'identifier les salariés, il faut aussi essayer de mesurer le degré d'attachement des salariés à l'activité. Est-ce que les salariés travaillent exclusivement pour cette activité? Est-ce que les salariés travaillent principalement pour cette activité? Est-ce que les salariés travaillent partiellement pour cette activité? Et là encore, si vous êtes dans le cas d'un transfert automatique ou de plein droit des contrats de travail, seront transférés ceux qui travaillent principalement ou exclusivement à cette activité, et pas nécessairement ceux qui travaillent partiellement. Ça pourra arriver comme ça pourra ne pas arriver. Et ça soulève des difficultés en particulier, on y reviendra tout à l'heure, une question qui a déjà été évoquée, pour les salariés qui sont shared services, c'est-à-dire les services communs, les fonctions support. Quand vous êtes RH, quand vous êtes directeur juridique, et quand votre entreprise a plusieurs activités, eh bien vous ne travaillez pas exclusivement pour une activité. Et qu'advient-il de vous si une des activités pour lesquelles vous travaillez est transférée? Est-ce que vous partez avec l'activité ou est-ce que vous restez? Eh bien, si vous travaillez principalement pour cette activité, vous devrez partir. Si en revanche, vous travaillez pour 3 activités différentes, sans que chacune de ces 3 activités ne représente la majeure partie de votre activité, et que si une de ces 3 activités part, eh bien, votre contrat de travail devrait être découpé. Et donc, vous devriez partir pour l'activité qui part et rester pour l'activité qui reste. C'est trop compliqué. Et comme c'est trop compliqué, qu'est-ce qu'on dira? On dira aux salariés, écoute, ou tu pars complètement, ou tu restes complètement. Et là, on aura besoin de l'accord du salarié. On y reviendra tout à l'heure. Dernière chose qui est absolument fondamentale, c'est déterminer le cadre juridique du transfert. D'accord? Déterminer le cadre juridique du transfert, vous savez presque déjà ce que je vais vous dire, puisqu'encore une fois, il y a 2 types de transferts. Il y a le transfert en application de l'article 1224.1 du Code du travail. Tout le monde continue à dire, y compris les DRH, L120.2.12, le Code du travail a été recodifié en 2008 quand même, la codification. Donc depuis 2008, on devrait dire 1224.1. Mais on continue à dire L122.12. Donc L122.12 ou 1224.1 du Code du travail, transfert automatique des contrats de travail. Évidemment, la question clé, on va y revenir, c'est quand y a-t-il 1224.1? Et puis, quand vous n'êtes pas dans 1224.1, encore une fois, il y a 1224.1 ou pas 1224.1. Et si vous n'êtes pas 1224.1, eh bien, ça veut dire que vous aurez besoin de l'accord des salariés concernés pour les transférer. Donc, transfert automatique, si vous êtes dans le champ d'application 1224.1, transfert volontaire avec l'accord des salariés concernés, si vous êtes en dehors du champ d'application 1224.1. Évidemment, la question, c'est quand suis-je dans le champ d'application de l'article 1224.1 du Code du travail? Il y a 2 conditions. La première, et je vais y insister, c'est l'existence d'une entité économique autonome. Et puis la deuxième condition, c'est la poursuite de l'activité et le maintien de son identité. J'y reviendrai pas parce que la vérité, c'est que c'est souvent et presque exclusivement la première condition qui fait débat. L'existence d'une entité économique autonome. Alors c'est quoi une entité économique autonome? Une entité économique autonome, vous en avez la définition qui vous est donnée ici par la Cour de cassation, qui était déjà une vieille définition, c'est un ensemble organisé
de personnes et d'éléments corporels et incorporels. Donc, on revient à la question qu'on se posait tout à l'heure sur l'identification de l'activité et l'identification précise des actifs qui seront transférés. Et selon la consistance de ces actifs, vous aurez ou pas une entité économique autonome. 2 points sur le sujet. Le premier point, c'est qu'une entité économique autonome, c'est des gens et des actifs. Des gens et des actifs. Ça ne se réduit pas à des gens. Et ça peut poser en particulier des difficultés, par exemple, sur certains transferts de marché ou reprises de marché. Pensez par exemple au gardiennage ou à la restauration, où pour l'essentiel, c'est des gens, parce que ce sont des entreprises de main-d'œuvre. Ça pose une vraie difficulté. La Cour de cassation, elle est droit dans ses bottes, inflexible. Elle dit il faut et des gens et des actifs. S'il n'y a que des gens, il n'y a pas d'entité économique autonome et donc pas de transfert automatique des contrats de travail. Et puis deuxième chose, il faut effectivement des actifs, ça je vous ai dit, corporels ou incorporels. Et puis, deuxième chose très importante à garder en tête, c'est qu'on ne sait jamais, ou presque jamais, quand l'article 1224.1 s'applique. Donc on est souvent en zone grise. Alors c'est facile parce que ça peut être blanc ou noir. Si vous transférez la totalité d'une entreprise, à la fois son personnel et l'ensemble de ses actifs, évidemment vous êtes 1224.1. Mais à partir du moment où vous faites un transfert partiel d'activité, encore faut-il que ce transfert partiel d'activité s'analyse en une entité économique autonome. Et là où les Athéniens s'éteignirent, c'est la consistance des éléments d'actifs. D'accord ? Très difficile de répondre à la question. La vérité, c'est que souvent, le DRH ne sait pas, il ne vous le dit pas. Et il vous dira, non, mais bien sûr que oui, 1224.1 s'applique. Imaginez, vous avez 100 salariés à transférer, vous allez demander volontairement à chacun de ces salariés leur transfert. Et qu'est-ce que vous faites de ceux qui refusent de partir ? Vous les virez, mais vous n'avez pas de motif pour les virer. Donc la vérité, c'est que vous allez décider souvent d'appliquer l'article 1224.1 alors même que les conditions ne sont pas réunies, en priant Sainte-Geneviève que les salariés ne contesteront pas les conditions de leur transfert. Les conséquences de l'application 1224.1. Vous en connaissez déjà un que je vous ai signalé. Qui est le plus important ? C'est le transfert automatique des contrats. Les contrats se poursuivent dans les mêmes termes avec le nouvel employeur. Et donc, ça veut dire qu'en particulier, les salariés conservent leur qualification, leur ancienneté, leur rémunération contractuelle. Chose importante, le transfert s'impose. Pourquoi ? 1224.1, il s'impose. Personne ne doit discuter les Saintes Écritures. Ce qui veut donc dire que ni les employeurs, ni les salariés ne peuvent refuser l'application 1224.1. 1224.1 s'applique aux salariés transférés, à moins qu'il n'y ait de modification de leur contrat de travail à l'occasion du transfert, auquel cas, touche pas à mon contrat de travail et les salariés pourront refuser leur transfert. Mais, sauf modification, le transfert s'impose aux salariés et les salariés qui refusent pourraient être licenciés, y compris pour faute grave, par le nouvel employeur. Il s'impose aussi aux employeurs, à la fois à l'ancien employeur et au nouvel employeur. L'ancien employeur ne pourra pas procéder à un licenciement pour motif économique pour tenter d'éluder les dispositions de 1224.1. Il ne pourra pas davantage tenter de conclure une petite convention particulière avec le salarié concerné pour lui dire « Oh, finalement, tu n'as pas envie de partir et tu restes chez moi ». Ça n'est pas possible. Le salarié doit partir. Et notez une chose, ce caractère automatique et surtout obligatoire du transfert n'est pas vrai dans tous les pays. Pensez par exemple à l'Allemagne, qui est notre grand partenaire économique européen. Eh bien, en Allemagne, les salariés ont un droit d'opposition et donc peuvent dire « Je ne veux pas être transféré ». En France, il n'y a pas de droit d'opposition, les salariés sont automatiquement transférés. Et les employeurs doivent se plier à ce transfert. Gardez une chose en tête sur les salariés protégés. Les salariés protégés, c'est grosso modo les représentants du personnel. Et pour les salariés protégés, il y a des règles particulières qui s'appliquent, qui ont pour objectif, au fond, de protéger les salariés protégés. On se dit que s'il est protégé, le salarié protégé, comme son nom l'indique, c'est que le cas échéant, il a besoin d'une protection. La petite protection, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'autorisation de l'inspecteur du travail. C'est-à-dire que l'employeur, pour transférer le contrat de travail d'un salarié protégé, devra nécessairement, préalablement obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail. C'est important, pas d'autorisation de l'inspecteur du travail, pas de transfert. Donc le salarié n'est pas transféré. Donc vous le gardez. Et là aussi, petit formalisme, c'est que cette demande d'autorisation de transfert doit intervenir 15 jours au moins avant la date du transfert. Dernière petite chose pour vous rassurer un peu, on ne demande pas systématiquement l'autorisation de transfert, uniquement en cas de transfert partiel d'entreprise ou d'établissement. Donc, transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, au fond, cession partielle d'activité, vous aurez nécessairement à obtenir l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Donc, il faut le garder en tête dans vos tablettes et surtout
l'indiquer dans le calendrier dont on a parlé tout à l'heure. Autre impact, qui est un impact absolument majeur, mais un peu compliqué, donc je vais essayer de faire à la fois simple et rapide, c'est l'impact sur les accords collectifs. Les accords collectifs, vous savez ce que c'est? C'est un accord signé entre des organisations syndicales représentatives, généralement au niveau de l'entreprise, puisque beaucoup d'accords collectifs sont des accords collectifs d'entreprise. Et vous voyez bien qu'il y a une montée des accords collectifs d'entreprise par rapport aux accords de branche en particulier. Donc un accord signé entre, des organisations syndicales, un employeur. Et donc c'est ce que l'on appelle grosso modo le statut collectif, le statut non contractuel. Le statut non contractuel, il relève soit des accords collectifs, soit des fameux usages pris dans l'entreprise ou des engagements unilatéraux dans le jargon technique. Bon, qu'est-ce que deviennent ces accords collectifs? D'abord, la règle n'est pas la même que celle qui s'applique au contrat de travail. Les accords collectifs ne vont pas se poursuivre ad vitam aeternam dans des conditions identiques. En même temps, règle de faveur qui est faite aux salariés, on leur dit « vous ne partez pas sans vos accords. Vous allez partir avec vos accords, mais techniquement, la cession de l'activité seulement, hein, si je suis en share deal, je n'aurai pas ces conséquences-là. Donc la cession de l'activité va entraîner ce que l'on appelle techniquement une mise en cause de l'accord. C'est-à-dire que survient un événement extérieur qui fait que l'accord n'était plus applicable. Vous avez un accord qui est conclu dans A est vendu à B, il faut que l'accord qui était conclu dans A devienne applicable à B. C'est une dérogation fondamentale, j'ose à peine le dire à des brillants juristes comme vous, au principe de l'effet relatif des contrats. Hein. La convention collective, elle est conclue entre l'employeur A et les organisations syndicales de A. Elle n'a pas vocation, cet accord collectif, à s'appliquer à une entreprise B, auquel l'entreprise B n'est pas partie à la convention collective. Et la convention collective, ça ressemble un peu à un contrat, un mix entre le contrat et la loi. Donc, cette convention collective est mise en cause. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va cesser, elle va continuer à s'appliquer pendant un certain temps, et elle va cesser de s'appliquer au bout de ce certain temps. Et le chiffre magique ou le certain temps, c'est quoi? C'est 15 mois. D'accord? 15 mois. Donc, pendant 15 mois, l'accord collectif continue à s'appliquer aux salariés transférés, et les salariés transférés ont même le meilleur des deux mondes, puisqu'ils sont transférés dans B, et dans B, ils peuvent se dire « mais moi, il faut continuer à m'appliquer les accords collectifs de A, et je peux revendiquer aussi les accords collectifs qui sont immédiatement applicables à moi dans B, puisque je veux devenir salarié de B. » C'est ce que l'on appelle le concours d'accords collectifs. Alors, on ne fait pas des additions en droit du travail parce qu'on n'est pas très bon en maths. Qu'est-ce qu'on dit? On dit « ah non, les salariés pourront bénéficier des dispositions les plus favorables. » Donc on fait une comparaison, catégorie d'avantages par catégorie d'avantages. La vérité, c'est que les RH ne font jamais cette comparaison et qu'ils se contentent la plupart du temps d'appliquer les anciens accords collectifs, en espérant, et toujours là en priant Dieu, ils sont très croyants, que les salariés ne vont pas revendiquer, le cas échéant, les avantages plus favorables applicables dans B. Bon, ça c'est la règle générale. Ça s'applique pendant 15 mois. Au bout du délai de 15 mois, on y reviendra tout à l'heure, les accords cessent de s'appliquer sous certaines réserves. Mais à quoi sert ce délai de 15 mois? Eh bien, ce délai de 15 mois, c'est un délai de négociation. On vous dit votre accord est mis en cause. Dans 15 mois, il est mort. Il faut peut-être essayer de lui donner une nouvelle vie à cet accord. Et comment on donne une nouvelle vie à cet accord? En procédant à une négociation dite de substitution. Et donc l'accord de substitution, il peut avoir deux objets. Un, c'est modifier les accords transférés, accords applicables aux salariés transférés, ou bien alors modifier y compris les accords applicables dans l'entreprise d'accueil, de manière à procéder, on y reviendra tout à l'heure, à une harmonisation des statuts sociaux, pour faire en sorte que les salariés de B, on leur applique les mêmes règles. Donc on conclut un accord de substitution. Je passe sur les détails parce que El Khomri, la loi du 8 août 2016, est venu nous dire « mais il faut anticiper votre accord de substitution » parce que votre accord de substitution, vous commencez à le négocier et vous avez même l'obligation de le faire à compter de la date du transfert effectif des salariés. Mais on vous dit, avant même que le transfert n'arrive, dès lors que vous avez en tête votre cession de fonds de commerce, dès lors que vous savez que des salariés vont être transférés et que donc les accords transférés vont être mis en cause, eh bien anticipez cette mise en cause et avant qu'elle ne devienne effective, négocier un accord de substitution anticipé qu'on appelle soit accord de transition, soit accord d'adaptation, selon les cas dans lesquels on se trouve, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Et puis, dernière chose importante, fin du délai de 15 mois, pas d'accord de substitution. Vous avez compris que les accords tombent et que les seuls accords applicables sont les accords qui étaient applicables dans B, avec une réserve.
avec une réserve que les syndicalistes aiment beaucoup. C'est quoi la réserve? Vous la voyez tout le temps dans tous les défilés syndicaux. Le maintien des avantages acquis. Eh oui, alors en droit du travail, on a droit, ou on avait le droit, il faut parler au passé puisque le passé n'est plus le passé, on avait le droit de conserver ces avantages individuels acquis. L'avantage individuel acquis, c'est quoi? C'est un avantage dont vous avez déjà bénéficié à titre individuel. L'exemple typique, c'est la prime d'ancienneté. Vous avez une prime d'ancienneté fixée par votre accord collectif, l'accord collectif tombe, vous dites « Ah non, mais moi je veux ma prime d'ancienneté, parce que ma prime d'ancienneté, ça représente une part un peu significative de ma rémunération. » Donc, et le législateur vous disait, vous avez le droit de conserver cette prime d'ancienneté parce que c'est un avantage individuel acquis. Avec la loi El Khomri, parce que c'est la loi El Khomri, il n'y a plus d'avantage individuel acquis. Alors, ça ne veut pas dire qu'on perd tous ces avantages, mais ça veut dire que les seuls avantages que vous pouvez conserver à l'expiration du délai de 15 mois, c'est le maintien de votre rémunération annuelle. Donc, vous avez le droit au maintien de votre rémunération annuelle telle qu'elle est prévue par le contrat. D'accord? Telle qu'elle est prévue par la convention collective, pardon. Donc, c'est la rémunération annuelle des 12 derniers mois prévue par la convention collective pour une durée du travail prévue par le contrat de travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez, vous avez fin du délai de 15 mois, rétro-planning 12 mois. Ça veut donc dire que vous avez droit à l'expiration des 15 mois au maintien de votre rémunération annuelle ad vitam aeternam. D'accord? Jusqu'à ce qu'il y ait renégociation possible. Et là où ça se complique, mais c'est une chose qu'on est en train de vivre, hein, c'est que le maintien de la rémunération annuelle, c'est par cycle annuel. C'est-à-dire qu'il faut que vous attendiez la fin du cycle de 12 mois suivant la fin du délai de 15 mois pour savoir si, pendant la période de 12 mois suivant la fin de la période de 15 mois, vous avez reçu la rémunération annuelle correspondant aux 12 mois précédant les 15 mois. J'espère que tout le monde me suit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Rémunération annuelle de 12 mois cyclique. D'accord? Donc ça, c'est un vrai travail pour les RH. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire substituer, négocier. Dernière chose, impact pour les représentants du personnel. Qu'est-ce que deviennent les représentants du personnel? Les représentants du personnel, c'est assez facile en théorie. On vous dit où l'entité transférée conserve son autonomie dans B. Et les mandats sont poursuivis. Donc, vous êtes membre du comité d'entreprise, vous continuerez à être membre du comité d'entreprise dans B. Ou bien alors, l'entité n'est pas maintenue, et dans cette hypothèse, vous perdez vos mandats. Hypothèse très simple, un carve-out. À l'occasion du carve-out, vous sortez un établissement de A pour le mettre dans B. Et l'établissement de A devient un établissement de B. Et si dans A, j'avais un comité d'établissement, eh bien le comité d'établissement de A va devenir comité d'établissement de B. Et donc les mandats des représentants du personnel vont se poursuivre. À l'inverse, si je prends une partie de l'établissement de A pour le mettre dans B, eh bien, voyez bien que l'établissement A n'est pas transféré en tant que tel. Et donc, les mandats ne seront pas transférés. Ce qui veut donc dire que les membres du comité d'entreprise verront leur mandat cesser à la date du transfert. Et ce qui veut donc dire que les salariés transférés ne seront représentés que par les représentants du personnel de B et pas dans A. D'accord? Ce qui peut poser un problème de légitimation pour les représentants du personnel de la société d'accueil. Deuxième hypothèse, les conditions d'application de 12.24.1 ne sont pas réunies. Et quand est-ce qu'elles ne sont pas réunies en règle générale? 1, il n'y a pas de transfert d'activité du tout. D'accord? Il n'y a pas de transfert d'activité. Je ne transfère que des salariés. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, j'ai bien un transfert d'activité, mais c'est un transfert d'activité qui ne répond pas aux conditions de 12.24.1. Et puis troisième hypothèse, on l'indiquait tout à l'heure, c'est que l'application de 12.24.1 est compliquée. Pensez aux shared services et au saucissonnage du contrat de travail. Eh bien, dans toutes ces hypothèses-là, le plus simple, c'est de faire un transfert volontaire, donc un transfert avec l'accord des salariés concernés. Une chose fondamentale, il faut toujours l'accord des salariés concernés. Et c'est un accord individuel que vous allez recueillir en règle générale via une convention tripartite de transfert. Société A, société B, le salarié concerné. Quelles sont les conséquences de ce transfert? Au fond, là, c'est facile, en particulier pour des juristes, c'est la liberté contractuelle. C'est le libéralisme juridique à l'état pur, c'est-à-dire que c'est à vous de décider quelles seront ces conséquences. Vous pouvez parfaitement prévoir que le contrat de travail se poursuivra dans les mêmes conditions, que le contrat de travail se poursuivra à des conditions modifiées. Rémunération diminuée, fonction augmentée ou diminuée. On fait ce qu'on veut. Quel impact sur le statut collectif et les accords? C'est à vous de le dire.
vous préparez soit un maintien des accords, soit la fin des accords collectifs, et donc la seule application des accords collectifs de B. Et pareil sur les mandats des représentants du personnel, liberté contractuelle, c'est à vous de dire si les mandats se poursuivent ou pas. Vous imaginez bien que lorsqu'on choisit le transfert volontaire, on a toujours une approche minimaliste. 1. Les contrats de travail peuvent peuvent s'appliquer dans les mêmes conditions, ou mieux, vont continuer à s'appliquer dans des conditions différentes. Il n'y a pas de transfert des accords collectifs. Vous verrez appliquer uniquement les accords collectifs de B, et puis votre mandat, terminé. Hein, vous n'êtes plus représentant du personnel. Si vous voulez vous faire réélire, ce sera dans B, après votre campagne électorale réussie. Deuxième chose importante, c'est la planification du calendrier. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La vérité, c'est que le RH n'est pas votre ennemi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui parler, traverser le couloir, aller lui voir en lui disant, et pas juste avant un petit coup de fil, avant que vous signiez, tiens, en fait, on signe dans une semaine, j'ai oublié de te dire pardon, est-ce qu'il y a des petites formalités en droit social? Et puis, boum, badaboum, il vous dit, ah bah oui, il faut informer le comité de l'entreprise, et donc, bah, votre calendrier, c'est fini, vous pouvez le déchirer, et vous ne tenez plus, d'accord? Et vous vous faites engueuler. Bon. Donc, le truc, c'est parler pour planifier le calendrier. Et la planification du calendrier, c'est deux choses essentielles, je vais très vite. 1, informer les salariés. N'oubliez pas Hamon. Hein. Alors, Hamon, en 2 mots, c'est quoi? Alors, tout le monde sait que Hamon n'est pas notre président de la République, mais qu'il a été ministre, et que, dans l'exercice de ses fonctions de ministre, il a pondu une loi sur l'économie solidaire, et c'était quoi? Eh bien, c'était l'obligation faite aux entreprises, en cas de cession, d'informer leur personnel de la possibilité de faire une offre de rachat de l'entreprise. D'accord? On sait qu'en règle générale, les salariés n'acceptent jamais. J'ai jamais vu un salarié faire une offre de rachat, mais quand même, hein, il y a une âme entrepreneuriale dans chacun des salariés, et donc il faut laisser la possibilité aux salariés d'exprimer leur âme entrepreneuriale. Et donc, obligation qui était faite à l'entreprise. Imaginez une entreprise qui cède son fonds de commerce, qui cède ses titres, on nous dit c'est la majorité des titres, d'accord, donnant accès à la majorité du capital social, eh bien vous devez informer préalablement les salariés en leur disant « tu veux acheter ou tu ne veux pas acheter ?» Alors en règle générale, je vous l'ai dit, les salariés ne veulent pas acheter, surtout que vous n'avez rien à leur dire sur les conditions d'achat, etc. Donc c'était juste ubuesque. Et puis en plus, la cerise sur le gâteau, mais je vais très vite, c'est qu'autrefois, c'était même la nullité de l'opération, hein, si vous n'aviez pas informé les salariés. Aujourd'hui, ça a changé, on n'est plus en nullité de l'opération. On n'est plus en nullité de l'opération, c'est simplement une amende civile qui peut aller jusqu'à 2% du prix de la cession. Donc, 1, obligation d'information. En cas de vente, aujourd'hui, en cas de vente et non plus en cas de cession, parce qu'autrefois, c'était en cas de cession sans qu'on définisse la cession. Aujourd'hui, c'est en cas de vente de l'entreprise. Cession du fonds de commerce, cession de la majorité des titres. 1. 2, vous avez un calendrier. Le calendrier n'est pas le même. Alors, les seules entreprises concernées, ce sont les entreprises de moins de 250 salariés, c'est-à-dire les PME au sens du droit européen. Donc uniquement les entreprises de moins de 250 salariés, avec certaines exigences en matière de chiffre d'affaires ou de haut de bilan. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Donc moins de 250 salariés. Et dans les entreprises de moins de 250 salariés, il y a celles qui ont un CE et celles qui n'en ont pas. Celles qui n'ont pas de comité d'entreprise, donc moins de 50 salariés. L'obligation qui vous est faite, c'est 2 mois avant le signing d'informer les salariés. Donc 2 mois avant le signing. Hein. Si vous ne le faites pas, vous n'êtes plus dans les clous. Et donc vous traversez en dehors des clous. Et le cas échéant, on peut vous siffler en disant c'est pas bien, tu traverses en dehors des clous. Deuxième hypothèse, vous avez un comité d'entreprise. Et à ce moment-là, l'information préalable des salariés doit intervenir au plus tard à la date à laquelle le comité d'entreprise est consulté sur l'opération de vente. D'accord ? Donc n'oubliez pas une chose, c'est très important. Évidemment, dans les 2 cas, vous pouvez obtenir des salariés une renonciation à leur envie folle d'acheter l'entreprise dans laquelle ils sont salariés. D'accord ? Donc, Hamon, ne pas l'oublier, parce que ça peut avoir un impact direct sur votre calendrier. 3 fois sur 4, on oublie Hamon. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, c'est simplement une amende pouvant aller jusqu'à 2%, et pas la sanction de la nullité de l'opération de cession. D'accord ? Donc, c'est pas très grave, mais c'est pas bien. Deuxième chose, les représentants du personnel, ça c'est le cœur du réacteur, encore une fois. Les représentants du personnel, c'est qui? C'est d'abord votre comité d'entreprise. Le cas échéant, c'est votre comité central d'entreprise si vous avez une entreprise avec des établissements distincts, parce que vous aurez des comités d'établissement chapeautés par un comité central d'entreprise. C'est aussi, il ne faut pas l'oublier, le CHSCT, Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Bon, je vais très vite à la fois sur le comité d'entreprise et le CHSCT pour essayer de regrouper ce qui est écrit ici dans ces slides. Gardez en tête des choses simples. 1. Distinction entre l'information et la consultation. Aujourd'hui, je parle d'une consultation, c'est-à-dire je fournis des informations pour obtenir un avis. Première chose. Deuxième chose, la consultation dont on parle est toujours une consultation préalable. On ne consulte pas après la bataille.
On consulte avant que la bataille ne soit engagée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aurez à consulter avant que vous n'ayez signé le moindre acte indiquant que vous allez carve-outer votre activité. Et rien ne sert de me dire « je vais signer sous la condition suspensive d'une consultation du comité d'entreprise qui interviendra après la signature de l'acte m'engageant ». Ça ne vaut pas un copec. D'accord? Consultation préalable. Troisième chose, les choses ont changé, vous avez de la chance, les RH et vous avez de la chance, c'est qu'aujourd'hui, il y a des délais de consultation. Donc la consultation du comité d'entreprise et du CHSCT est enfermée dans des délais. Et les délais, c'est à vous de les négocier. Et vous les négociez avec vos organisations syndicales. Ne me demandez pas ce que font les organisations syndicales là-dedans, elles n'ont rien à y faire. On les a mis, c'est la loi Rebsamen qui les a mis dedans, personne ne comprend pourquoi. Donc, vous négociez avec les organisations syndicales, en tout cas votre RH, des délais de consultation. Et à défaut d'obtenir un accord, en règle générale, il n'y en a jamais, sur les délais de consultation, eh bien, ce sont les délais légaux ou réglementaires qui s'appliquent. Et c'est quoi les fameux chiffres magiques? Le délai normal de consultation du CE, c'est 1 mois. 1 mois s'il n'y a pas d'expert. Si un expert, c'est 2 mois. Et si en plus du comité d'entreprise, vous devez consulter votre CHSCT, c'est 3 mois. Donc 1, 2, 3. Et en règle générale, c'est 1, consultation simple, ou 3, si c'est une consultation compliquée, parce qu'il y a une modification des conditions de travail, auquel cas, en plus de la consultation du CE, vous devez consulter votre CHSCT. D'accord? La consultation démarre à compter de la date à laquelle vous avez donné des informations. Vous donnez des informations à un moment X, X plus 1 mois. À la fin du délai d'1 mois, on dit au CE, tu as un avis, qu'est-ce que tu penses de l'opération? Et où vous avez des TSE qui vous disent, ah, j'ai rien à dire, moi. Ben, si tu n'as rien à dire, ça veut dire que la loi nous dit, ton absence, ton avis, ton absence d'avis vaut avis négatif. Et c'est une présomption irréfragable. Ou alors le comité d'entreprise vous dit, banco, ça marche, ou banco, ça ne marche pas. 3 fois sur 4, il vous dit banco, ça ne marche pas, ça ne me plaît pas, on va sortir des salariés, on vide l'entreprise de son activité, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, on vend l'entreprise par appartement. Ce n'est pas grave, vous pouvez continuer l'opération. Hein. L'avis du CE n'est pas binding. Dernière chose sur l'avis du CHSCT, le CHSCT c'est un peu la même chose, sauf que le CHSCT, vous avez à le consulter, selon la même procédure en réalité, puisque la consultation du CHSCT est enfermée dans les délais de consultation du CE. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc il n'y a pas des délais qui se superposent, ce sont des délais qui s'intègrent les uns dans les autres. Vous avez à consulter votre CHSCT s'il y a modification importante des conditions de travail. Et je passe, ça c'est tout ce que j'ai pu vous dire. Deuxième chose et troisième chose, pardon. 1, on a vu se poser les bonnes questions pour anticiper les difficultés. 2, planifier le calendrier, l'information des salariés, l'information consultation des représentants du personnel. Puis troisième chose, il faut communiquer. Et ça, la communication, c'est absolument fondamental. Alors, d'abord, à qui vous communiquez? Alors, d'abord, le message principal de la communication, certains ici le savent beaucoup mieux de moi, c'est que quand on communique, il faut avoir des choses à dire. Quand on n'a rien à dire, camembert, on ne dit rien. D'accord? Il faut avoir des choses à dire pour communiquer. D'abord, à qui vous allez communiquer? Ben, vous allez communiquer aux acteurs de l'entreprise. D'accord? Les acteurs de l'entreprise, c'est vos salariés, c'est vos représentants du personnel. D'accord? 2, vous allez communiquer à l'extérieur de l'entreprise. On a évoqué tout à l'heure l'administration du travail. En cas de partiel transfert d'entreprise ou d'établissement, vous allez communiquer au marché. Hein? Je me recentre sur mon activité cœur business. Je sors l'activité qui n'est pas cœur business. D'accord? Et ça va faire monter le prix de l'action. Donc, vous avez intérêt à communiquer au marché. Donc, on communique. Et puis, le cas échéant, vous aurez aussi à communiquer, gardez-le en tête, au personnel politique. D'accord? Quand vous avez un impact local ou régional, une cession, une vente importante, vous aurez à en informer préalablement, sous le manteau, vos politiques, et en particulier le maire qui est probablement le premier acteur. Donc, 1, vous communiquez. Alors, comment vous communiquez? La règle de comment vous communiquez, c'est très simple, c'est qu'il faut raconter la même histoire. Donc, c'est du storytelling, et c'est la plus belle histoire à raconter possible. Donc, à vos actionnaires, vous allez leur dire « Ah, mais vous allez voir le prix de l'action, mais ça va monter !» Aux salariés, vous allez leur dire « Mais ne craignez rien, je n'avais pas les moyens d'investir dans l'activité carve-outée. L'investisseur, lui, il en a tous les moyens. » La vérité, c'est que vous voulez vous débarrasser de l'activité, mais vous ne le dites pas. D'accord? Donc, c'est absolument fondamental d'avoir une belle histoire à raconter et que ce soit la même histoire. Et si on raconte une histoire, c'est pourquoi? C'est pour désamorcer les oppositions. Il faut que vous réussissiez le carve-out. Et le mieux, quand c'est une très belle histoire, parce qu'il y a une vraie histoire, il faut qu'il y ait une vraie histoire, encore une fois, parce qu'il faut qu'il y ait du contenu. Quand vous avez du contenu, une belle histoire à raconter et qui soit vraie, eh bien en plus, vous soulevez les foules. On vous dit, ah ouais, on y va chez B, tout le monde y va chez B. Tout le monde se bouscule au portillon pour aller chez B. Donc, c'est très important de communiquer pour réussir votre carve-out.